fois il y a 2 ans, lors d'une masterclass en parfumerie naturelle que j'ai réalisée avec Nicolas de Barry. Il t'a mentionné comme étant le sourceur, œuvrant sous ta marque Behave. Peux-tu nous expliquer brièvement la raison d'être de Behave? Merci d'être venu à ma rencontre à Nantes, dans cette belle ville de Nantes. Behave, c'est au départ la volonté d'aller sourcer, d'aller chercher les plus belles matières olfactives pour la parfumerie, et donc en respectant l'environnement et respectant les producteurs. Parce que sans le respect du producteur, il abandonnera sa production ou produira de moins bien. Et sans le respect environnemental, au bout d'un moment, on est en train de brûler la planète pour rien. Donc Behave, c'est l'adjonction de to be et to have, l'être et l'avoir, et donc l'équilibre dans la vie qui est fait de to behave, behave par rapport à l'environnement et behave par rapport aux producteurs. Ok. Ce que tu cherches, c'est la perle rare qui pourra donc enrichir la palette des parfumeurs. Il semble que des milliers de matières soient encore à découvrir, certaines ont été oubliées et seraient à redécouvrir, d'autres ont disparu. Comment abordes-tu cette vaste quête ? C'est immense les potentialités de plantes à découvrir, qu'elles soient bonnes pour le soin, qu'elles soient bonnes pour l'olfaction, qu'elles soient bonnes pour l'alimentaire. Il y a des centaines de milliers de plantes qui n'ont pas été découvertes à ce jour. Il y a des plantes qu'on a découvertes mais qu'on ne connaît pas leur petite sœur entre guillemets. Un gingembre qui pousse à Madagascar, qui est un gingembre bleu dans une certaine région, donne cette couleur bleue, donne cette odeur particulière, n'est pas le même qu'un gingembre qu'on va trouver en Indonésie, qui va être beaucoup plus terreux, etc. Donc des gingembres, il y en a des milliers, des roses, il y en a des centaines, il y a encore plein de choses à découvrir qui sont en dehors de ces plantes-là. Donc comment j'aborde ça ? J'aborde ça avec beaucoup de curiosité, j'aborde ça en n'injuriant pas le passé. Donc c'est important pour moi de me pencher sur ce qui a vécu, ce qui a été des histoires d'autrefois, à la fois l'histoire pour les plantes à soins, les plantes pour se nourrir, des plantes qui parfumaient aussi autrefois l'ancienne Égypte, etc. Tous ces éléments sont des éléments importants. Et puis se pencher aussi sur l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme plantes de remplacement pour le soin, pour la parfumerie. Comment on va chercher le moins d'empreintes possible avec le plus d'effets sur le plan de l'olfaction. Ça, c'est vraiment ma quête. Après, on a tous envie, et les parfumeurs ont tous envie qu'on trouve la prochaine fleur, mais quelquefois, c'est pas une fleur, ça peut être une résine, ça peut être une écorce, ça peut être une feuille, c'est plein de choses, ça peut être une racine. Donc il ne faut pas simplement focaliser autour de la fleur. Et c'est par les échanges qu'on arrive à trouver de nouvelles matières. C'est l'échange local avec les producteurs locaux, c'est les échanges en regardant dans l'histoire ce qui s'est passé, ce sont les échanges avec les parfumeurs, ce sont les échanges avec les maisons de parfums qu'on arrive à trouver sa voie de développement. Aujourd'hui, je vois un contraste d'une part entre le monde de la parfumerie, qui est plutôt vecteur de l'idée de luxe, un monde qui n'est donc pas accessible à toutes les populations, et d'autre part, ces matières premières qui souvent proviennent de contrées lointaines, plutôt pauvres, dans lesquelles l'idée du parfum tel que nous l'avons en Occident est pratiquement incompréhensible pour les autochtones. J'aimerais avoir ton avis sur cette ambivalence et ton rôle de passeur. C'est ce lien qu'il y a entre ces extrêmes qui ne se comprennent pas. Ce producteur qui va être au départ de planter ses légumes, ses plantes, ses fleurs, pour le soin par exemple, et qui utilise aussi pour les invocations d'esprit, qui utilise aussi pour séduire l'autre. Et à la fin, le parfumeur est la marque qui va réaliser l'extrême objet du luxe. Le rapprochement se fait quand on commence à se dire mais c'est pas une plante à parfum, c'est pas simplement sentir bon, c'est sentir bien aussi. Et quand on commence à jouer sur cet aspect sentir bon et sentir bien, on arrive à relier les deux. Après ces extrêmes que moi j'essaye de relier, ils doivent se comprendre. Moi je suis alerté sur le terrain régulièrement sur les dégâts climatiques engendrés par le réchauffement, etc. Quand je vois des pêcheurs de perles à Tahiti qui mettent de plus en plus loin leur filet pour leur essaim de coquilles d'huîtres, parce que ça se réchauffe de plus en plus, c'est déjà un effet important. Quand on voit les décalages des saisons sur récolte de fleurs, c'est un effet important. Et ces éléments-là, c'est à moi aussi en tant que témoin de les passer justement aux parfumeurs et aux maisons de parfum pour les alerter de cette
choses-là. Mais ce n'est pas simplement les alerter, c'est aussi trouver des solutions pragmatiques. C'est de se dire comment on peut faire, de quoi ces gens ont besoin. C'est le producteur qui doit faire des efforts pour avoir un produit de qualité, et pour ça, il doit être payé justement. C'est aussi l'aider techniquement à transformer ses plantes et à laisser, si possible, le plus possible, la valeur ajoutée à l'origine, pour qu'ils puissent vraiment vivre de cette distillation et de cette extraction et de cette récolte. Et de l'autre côté, il faut que le parfumeur respecte le travail du producteur en achetant le juste prix, mais aussi en redonnant le plus possible. Et il faut qu'on arrive à un moment donné à lier le prix final d'un produit au coût du producteur. On doit redonner en fait une partie de ses résultats au producteur pour qu'il puisse en vivre, tout simplement. Oui. Tu as certainement un peu répondu déjà à la prochaine question, mais je vais te la poser quand même. Tu vois donc avec tes propres yeux la réalité du terrain, une réalité au sens large du terme, économique, écologique et environnementale, sociale, politique peut-être. Qu'est-ce qui te révolte le plus dans ton métier ? Ce qui me révolte le plus, c'est qu'il y a déjà des solutions simples qui pourraient être abordées pour limiter les impacts environnementaux, pour redonner plus aux producteurs. Il n'est pas normal aujourd'hui que dans un parfum qui coûte 100 €, il y ait 50 centimes de matière qui soit dedans simplement, alors que les gens qui achètent du parfum vont acheter principalement pour l'odeur et donc pour la matière qui est à l'intérieur. Il devrait y avoir un lien entre le prix final et la matière qui est à l'origine. Et là, il faut essayer de rétablir cet équilibre. Il n'est pas normal aujourd'hui de continuer à distiller notamment d'ylang pendant 8 heures ou pendant 20 heures en utilisant le bois local, donc en déforestant énormément. La distillation d'ylang, c'est à peu près 400 hectares qui disparaissent chaque année aux Comores. Alors qu'il y a des solutions pragmatiques. Les Comores, c'est 2700 heures de soleil par an, c'est 7 à 8 heures de soleil par jour, et cette énergie n'est pas utilisée aujourd'hui. Et quand on commercialise de l'ylang, quand on utilise de l'ylang, comment ne pas s'impliquer dans ce qu'on fait à l'origine ? Au bout d'un moment, la marque qui aura peut-être plus d'ylang parce qu'il n'y aura plus de bois pour chauffer, etc., changera, ira ailleurs, prendra une autre plante. C'est pas grave. Et on aura laissé les Comores déforester. Il faut vraiment être pragmatique. Il faut voir effectivement sur le terrain ce qu'on peut faire. Il y a des choses, par exemple, il faut regarder s'il n'y a pas d'eau. C'est très simple. Il ne faut pas utiliser de la distillation tout simplement. Il faut pouvoir à ce moment-là envoyer ces plantes pour une distillation ailleurs. Quand on a l'énergie solaire, il faut pouvoir utiliser l'énergie solaire pour extraire. Il y a différentes techniques aujourd'hui qui n'ont pas encore malheureusement vu le jour, mais qui permettent d'extraire en quelques minutes. Et donc du coup, par rapport à un santal, où je pense que santal c'est une distillation de 4 jours, je pense que déjà ça peut faire un effet. Et il faut à un moment donné, si on implique mieux les producteurs, il faut leur donner beaucoup plus d'argent que ce qu'on donne aujourd'hui pour une plante, pour justement pas simplement extraire la plante et payer le prix juste, mais donner aussi pour qu'il puisse protéger son environnement et pouvoir là aussi se diversifier. Parce que moi j'ai vécu depuis ces années de sourcing, en fait je m'aperçois qu'il faut notamment que ces producteurs ne soient pas monoproduits, il faut qu'ils aient plusieurs produits de manière à avoir toujours des possibilités de se rattraper sur des matières qui fonctionneraient bien, moins bien, ou qui seraient malheureusement impactées sur le plan environnemental. Il faut effectivement rentrer dans un schéma de confiance et non pas un schéma de défiance où on est simplement là en tant qu'acheteur entre guillemets, on a un besoin, on achète, on n'a plus de besoin, on n'achète pas, il y a une crise, le prix baisse, etc. Cette relation de confiance, elle doit être établie de façon transparente et c'est un peu ce qui manque un peu à la parfumerie, c'est cette notion de transparence. Puis aussi, pour toi, du coup, du cas par cas selon le terrain où tu te trouves. Exactement, du cas par cas. Et c'est des questions qui reviennent régulièrement maintenant pour moi, c'est comment on peut produire sans avoir d'impact environnemental, enfin le moins d'impact environnemental possible, tout en extrayant le maximum, le totem de la plante. Pendant de longues années, on a extrait des plantes finalement en laissant une grosse partie. Dans ces déchets, il y a encore d'autres choses, il y a d'autres matières qu'on n'est pas allé chercher, qui ont peut-être effectivement des molécules plus lourdes qui pourraient être intéressantes. Être réinjectées dans le distillat qu'on a en premières heures de distillation, ou alors qui pourraient être traités à part. Mais en tous les cas, on a d'autres choses à tirer de la plante.
Aujourd'hui, l'homme est quand même quelqu'un qui produit énormément de déchets. La nature ne produit pas de déchets. Donc comment aujourd'hui se servir de ce modèle naturel pour optimiser l'extraction, la distillation de la plante tout en ayant le moins d'impact environnemental. As-tu des exemples à nous donner sur ce travail que tu... Oui, sur le santal, qui est quand même le produit que je connais sans doute le mieux pour l'avoir abordé depuis 20 ans, on a 4 jours de distillation de santal et au bout du compte, on a une masse de bois qui n'était pas utilisée. Et c'est en passant à chaque fois dans les distillations que je disais, mais ça sent encore merveilleusement bon, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec ça? Et donc du coup, moi j'ai traité les déchets de santal avec une sorte d'absolu, et on a fait une absolue de déchets de santal qu'on appelle label oublié, parce que c'est quand même des matières qu'on a laissées de côté, mais c'est un exemple. L'immortel qui est distillé en Corse, c'est distillé pendant 4 heures. Quand on va derrière l'unité de distillation et qu'on sent les déchets d'immortel, c'est tellement beau. On est déjà dans le maquis alors qu'on est sur du déchet, quoi. Donc on est assis quelque part sur de l'or, et à nous de prendre conscience de ça, que l'on peut faire mieux avec ça, avec nos matières. Pour la parfumerie, j'entends, mais bien sûr, il y a d'autres débouchés. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la cosmétique, je ne suis pas un spécialiste de l'alimentaire ou des arômes alimentaires, mais il y a sûrement des débouchés à utiliser sur le déchet. C'est quand même pour moi l'utilisation de moins de matières possibles, parce que plus on réduira les matières et plus on optimisera la distillation, mieux ce sera pour la planète, parce qu'on a quand même demain des challenges qui sont énormes, c'est de nourrir quand même cette planète. La tendance en tous les cas marketing est dans ce sens aujourd'hui, c'est-à-dire que qui ne se réclame pas aujourd'hui préservant la planète, qui ne se réclame pas aujourd'hui faisant de l'éthique, etc. Et ce mouvement, il est bien, quel que soit le degré d'implication, même si ça commence par une matière, si ça commence par un geste, au moins c'est une chose qui est déjà en route. Et je ne pense pas que ça s'arrête. Donc du coup, la transparence va amener demain, pour obligation, pour les marques, pour les parfumeurs, à utiliser de plus en plus de naturel, de plus en plus de transparence, voir combien le producteur est payé, quels sont les champs qu'on a utilisés, comment le producteur a transformé sa matière. Le public attend ça aussi, attend de savoir, tiens, ma lavande, elle vient de quel champ, quel producteur, je veux le connaître, je veux savoir comment c'est fait, est-ce que c'est fait comme à l'époque, quelles sont les techniques, etc. Ça, il y a une curiosité du grand public pour ça, et il y a cette tendance à dire, attention, là, il faut préserver, on est au bout de la planète, elle est usée. Comment on fait aujourd'hui? Voilà. Et ce sont des challenges qui sont super importants. Donc, quelle que soit l'implication de la marque, quelle que soit l'implication des parfumeurs, je pense qu'on est dans un mouvement qui ne va pas s'arrêter comme ça. Après, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des dérives à ça. C'est les sociétés qui disent, nos normes sont celles-ci, elles repoussent en fait le problème à la personne en dessous, la société en dessous, en disant, maintenant, il faut vous adapter à ça. Et puis celle d'en dessous va s'adapter au producteur. Et c'est ça le danger. Nos restrictions, il ne faut pas que ce soit le producteur en bout de chaîne qui paye tout ça. Donc c'est là où il faut partager, il faut ouvrir, il faut être transparent pour pouvoir équilibrer les revenus par rapport à ce qu'on a. Donc quand on a une plante, je disais tout à l'heure, une plante qui est quand même indispensable, sans cette plante, il n'y a pas de parfum, on ne peut pas simplement lui donner 0,5% donc c'est pas possible. Donc il y a à un moment donné un réajustement. Peut-être qu'il faut renverser la bouteille simplement. C'est peut-être que les marges finales, elles doivent retourner aux producteurs en grande partie, simplement. Tu n'es pas parfumeur. Néanmoins, après toutes tes années de vadrouille et toutes ces matières reniflées, comment a évolué ton nez et par conséquent ton odorat? Ça, c'est une vraie question. Mon épouse disait que j'avais pas de nez, je sentais rien quand j'ai commencé ce métier, et c'est vrai que je sentais pas grand-chose. Et je m'aperçois quand même que si j'avais été éduqué dès la petite enfance sur l'olfaction, je pense que j'aurais pu être parfumeur sans doute, parce que maintenant je fais attention à tout, la moindre odeur, le moindre chemin où je vais aller, je vais m'intéresser par curiosité à froisser les feuilles, à sentir les fleurs, à gratter une écorce, à aller chercher une racine. C'est presque un bonheur d'aller à la quête de nouvelles odeurs. Et aussi de se rendre compte qu'à un moment donné, ce qui nous environne, ça a une odeur particulière, qui est en fait presque un parfum, puisqu'il y a des mélanges d'odeurs qui se font. Et c'est pour ça que la grande frustration par rapport à tout ce qui est restriction aujourd'hui,
c'est surtout de voir qu'on n'empêche pas les cyprès d'émettre leurs odeurs en Provence. Et on a ces odeurs, on ne va pas dire aux cyprès arrête de respirer, arrête de nous envoyer tes odeurs parce qu'il y a des allergènes dedans. On ne fait pas ça. Et pourtant, dans le parfum, on va dire attendez, là, non, il y a trop d'allergènes, etc. C'est déjà oublier que dans la nature, il y a ces parfums. Et donc, ne pas restreindre une plante ou une matière à simplement un des éléments qui est en fait allergène, parce que cet allergène nous apporte autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gains qu'on n'a pas mis en valeur par rapport à une plante, et on a simplement mis des dangers en place. Et nous, dans le domaine du parfum, on est responsable aussi parce qu'on n'a pas mis en avant ces choses-là. La plante, c'est pas simplement une odeur, c'est pas simplement des allergènes, une addition de différentes molécules. Aujourd'hui, l'odeur qui sent bon, mais l'odeur où on se sent bien, où ça apporte quelque chose sur le plan intérieur, sur le plan relaxation, etc. Il faut le mettre en valeur aujourd'hui. Et ça, on n'a pas su le faire. Donc l'olfactothérapie, l'aromathérapie sont des éléments qui sont à prendre en compte, ils sont complémentaires à l'odeur. Mais il y a aussi la connaissance. Et la connaissance, on ne l'a pas sans se penchant sur le passé. Ce que je disais tout à l'heure, il y a l'historique. L'histoire, c'est aussi ce qui va nous aider à vivre demain et à comprendre. Moi, j'aime bien me pencher sur l'histoire pour voir ce qu'on a pu découvrir ou ce que les découvreurs ont découvert il y a des centaines d'années ici, où des simples personnes utilisaient telle et telle plante comme plante à savon, par exemple, que j'ai découvert en Jordanie et qu'en fait, je me suis aperçu en venant ici qu'il y en avait dans ma région. On va au bout du monde alors qu'on a une richesse qui est proche de chez soi. Je parlais avec les anciens producteurs, mais je parlais avec les anciens grassois qui produisaient du jasmin et qu'à l'époque ils avaient des jasmins jaunes, etc. Cette diversité, on l'a perdu, quoi. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas perdre ces témoignages-là. Il faut rencontrer ces anciens. Il faut se pencher dans l'histoire de la parfumerie, mais l'histoire tout court, l'histoire du pays, l'histoire des découvreurs et de voir si effectivement là aussi il n'y a pas des pistes à redécouvrir. Il y a bien sûr des plantes à découvrir, mais il y a des plantes à redécouvrir. Et c'est ça qui est formidable. Tu as lancé le sourceur en 2018. C'est une gamme d'huiles essentielles et d'alcools destinée au grand public. Les produits que tu proposes ont toujours ce petit truc en plus. Quelle était l'idée principale lors de la création de Le Sourceur ? L'idée, c'était, puisque j'allais trouver ces matières spécifiques pour Bièvre et pour la parfumerie, qui sont des superbes matières, en plus avec chargé de ce côté respect environnemental et durable, je dis mais pourquoi pas l'apporter au grand public ? Et puis là aussi cette notion où on peut s'en servir comme parfum naturel en mono produit, et pourquoi pas faire ses propres mélanges soi-même, mais aussi se sentir bien avec. Et c'est pour ça que je me suis rapproché de l'olfactothérapeute pour leur apporter ces matières-là, qu'elles puissent voir en quoi mes matières sourcées pouvaient apporter sur le plan olfactothérapie pour soigner les personnes qui sont victimes d'Alzheimer et qui ont besoin de retrouver la mémoire, personnes victimes d'accidents de grande accidenté de la route, où là aussi on va essayer de stimuler le cerveau via les odeurs. Elles sont aussi des matières qui peuvent être utilisées en aromathérapie, donc il faut qu'on s'entoure d'aromathérapeutes qui viennent nous dire voilà, on a essayé ces matières-là, elles sont bonnes pour telle et telle chose. Donc, on a ces matières-là qu'on est allé chercher, les plus belles matières au monde, les plus respectueuses de l'environnement, les plus éthiques. Servez-vous-en pour l'aromathérapie, pour l'olfactothérapie, pour le parfum, servez-vous-en pour l'alimentaire. Faites-vous une crème brûlée avec un peu d'ylang-ylang. Servez-vous-en pour parfumer votre maison, pour parfumer votre linge. Réapprenons ces gestes simples avec des matières sur lesquelles on sait comment elles sont sourcées et on sait la beauté qu'elles peuvent apporter. Donc on est vraiment très spécifique. C'est pas parce que le citron marche bien qu'on va aller chercher un citron. On est dans une spirale de quête de nouvelles matières respectueuses de l'environnement. Mais là, on veut, là aussi, un peu à l'image de Jules Verne, aller réenchanter le monde de la parfumerie, raconter des histoires, aller chercher la dernière perle, justement, tu parlais de la dernière perle rare, continuer à être des passeurs, là aussi, de matières qui ont disparu, retrouver ces matières-là et puis les remettre au goût du jour. Réaborder le thème de l'enfleurage.
pourquoi pas retravailler sur d'autres techniques anciennes. Et puis ça n'empêche pas de travailler sur de nouvelles techniques, sur l'extraction au CO2, sur de l'ultrason. Et ça c'est passionnant parce qu'on se dit qu'on n'a pas fini de réenchanter le monde si on veut se donner la peine. Alors le challenge après c'est effectivement d'avoir du courage et d'obstination. Ça c'est vraiment deux qualités importantes d'un sourceur, c'est être courageux parce que la matière ça se trouve pas comme ça se distille pas comme ça, une filière ça se crée pas du jour au lendemain, il faut du temps. Il faut accepter que quand on rentre sur un métier de sourcing, on va mettre entre 5 et 7 ans pour sortir la première matière. Réussir avec c'est autre chose, peut-être encore 2 ou 3 ans supplémentaires. Donc il faut accepter ce paramètre temps pour comprendre, pour apprendre. Et puis, au fur et à mesure de l'apprentissage, on s'aperçoit qu'on peut aller beaucoup plus vite, on est plus sélectif sur les matières qui peuvent enchanter les parfumeurs et qui peuvent enchanter le grand public. Et puis on sait qu'on fait des erreurs. Moi j'ai fait des erreurs sur des matières où j'étais persuadé que ça fonctionnerait. Et maintenant je sais et je peux transmettre aussi aux futurs sourceurs les quelques qualités nécessaires, mais aussi les quelques erreurs que j'ai commises et pour lesquelles il faudrait éviter de les faire à l'avenir si on veut gagner du temps. Mais je pense que le meilleur apprentissage c'est d'aller soi-même sortir dans ces jardins, redécouvrir derrière la ville qu'il y a aussi des espaces où on peut encore retrouver des matières intéressantes tout près de chez soi sans aller au bout du monde. Et puis en allant au bout du monde, c'est aussi l'ouverture sur les cultures. Et là, on a aussi énormément de choses à apprendre. Tu es cofondateur de l'association Parfumeurs sans frontières. Peux-tu nous en dire 2 mots ? Oui, ça va être plus que 2 mots parce qu'en fait, on est cofondateur avec Olivier Bérat, avec Thierry Bernard, parfumeur à Toulouse, et on s'est rendu compte, on arrive à un âge où on est un âge où il faut transmettre. On a nos connaissances, donc Olivier Bérat sur les créations d'ONG, associations et sur les filières qu'il a pu monter. Thierry Bernard a été distillateur dans les différentes îles. C'est un parfumeur qui travaille exclusivement avec les matières naturelles. Moi, je suis sourceur. Et à nous 3, on a la passion des gens, la passion de la nature et la passion de nos métiers. Et donc l'idée c'était de transmettre à un moment donné nos passions aux producteurs directement et d'aider les producteurs au mieux. Et de se dire que certes il y a le marché de la parfumerie qui consomme des gros volumes de matières huiles essentielles de plus en plus respectueuses de l'environnement, de plus en plus éthiques, mais il y a d'autres voies pour eux de développement. Ne pas compter simplement sur les États-Unis, l'Europe, la Chine, etc. Mais ils ont aussi autour d'eux des possibilités de commercialisation. La première piste qu'on a abordée, c'est sur des producteurs de nocicombes qui aujourd'hui traitent de la vanille à Madagascar, qui en fait au niveau de leur vanille qu'ils produisent, en fait chaque année ce sont les traders qui viennent acheter et qui revendent. Donc la valeur ajoutée, elle n'est pas chez eux, elle est toujours chez le trader et celui qui va utiliser la vanille derrière, etc. L'idée c'était de leur dire attendez, on va vous aider, d'abord transmettre. Moi j'ai un procédé de transformation de vanille verte qui permet de transformer localement la vanille et de valoriser 10 fois plus ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est de dire voilà, le procédé je vous le donne. Je ne vais pas simplement vous donner le procédé. Avec Thierry Bernard, on va leur donner l'outil pour transformer. Donc on va financer un outil pour leur montrer comment on transforme. Et puis après on va vous ouvrir des marchés pour cela. Les marchés, la parfumerie, mais aussi la possibilité pour vous de créer votre propre parfum localement. Et donc du coup de pouvoir vendre aux touristes qui viendront sur nos nocicombes votre propre parfum qui viendra. Et ça c'est assez simple à faire. Thierry transmettra la technique, il lui montrera comment on distille une matière, comment on transforme, comment on associe les matières les unes aux autres pour faire les premiers parfums qui pourront vendre, être fiers de vendre ces produits-là. Et Olivier, il est là aussi parce qu'il a cette expérience environnementale. Il se rend compte notamment, et c'est ce qui est assez perturbant, c'est que les associations sont souvent là pour rester. On a beaucoup de mal à rendre autonomes les gens. Et l'idée vraiment, c'est de les rendre autonomes très très rapidement. De leur dire voilà, nous on vous a passé le procédé, on vous a passé l'unité de distillation, on vous a passé les possibilités de développement, maintenant c'est à vous, voilà les clés. Mais très rapidement, l'argent qu'on capturera, j'espère le plus possible, eh bien, on ira le porter sur
d'autres producteurs et on donnera d'autres idées. Et voilà, on transmettra. Je me rappelle des fleurs de baobab que j'ai été capturé à Madagascar en disant voilà, on fait aller des baobabs. Ah, c'est un bonheur de sentir ces fleurs qui sont des superbes fleurs et qui sont mielées, qui sont vraiment super jolies. Mais cette fleur-là, même si j'ai capturé l'odeur, on n'en fera rien pour la parfumerie. Elles sont trop rares. Et par contre, leur dire voilà, ces fleurs-là, vous les prenez, vous les mettez dans l'huile de fruits de baobab et vous en faites des massages pour les touristes qui viennent, voilà une manière de valoriser vos produits localement. Et c'est ça que j'aime, c'est de transmettre ces choses-là en disant il y a des choses qui sont pour le business, puis il y a des choses qui sont pour vous, qui sont à aborder, que nous on n'utilisera pas. Et on aimerait avec Olivier, avec Thierry, aller vraiment dans d'autres pays du monde pour transmettre à notre tour. Pareil, capturer des finances. Et la chose dont on est plus fiers aujourd'hui, c'est que d'abord, on a réussi à avoir des fonds par la Banque Hénin, alors qu'on n'était pas défiscalisable. Parce que les 2 premières années, on n'est pas défiscalisable au niveau d'une association. Donc ça a été vraiment des dons. Deuxièmement, la fierté, c'est surtout d'avoir apporté l'ensemble de la somme, 95% de la somme est allée localement. Les 5%, on peut, en transparence totale, là aussi, c'est de dire voilà, on a des frais de transport, d'envoi, de poste, on a des frais d'avocat pour la constitution d'association et on avait des frais de site internet. Tout ça rentre moins de 5%. Donc on est très fiers que quand on donne 1 euro chez nous, on a 95 centimes qui vont là-bas. Et là, on veut effectivement de plus en plus capturer des fonds pour justement d'autres personnes, d'autres producteurs qui en ont vraiment besoin. Bien sûr, sollicite l'ensemble des sociétés qui ont envie d'aider, pas forcément pour défiscaliser, mais pour vraiment apporter cette transmission de valeur. Je pense qu'on est témoin aujourd'hui de notre siècle et on a des solutions pragmatique là encore pour des producteurs locaux. Là sur Madagascar, on a une dame qui soigne avec les plantes en faisant des infusions. Et on voudrait là aussi lui réaliser un livre sur lesquels elle donne ses recettes d'infusion. Et donc on lui fera réaliser sans doute ses propres infusions à son nom et elle touchera là aussi des royalties. À notre tour de la récompenser, de lui redonner ce qu'elle a donné aux autres. Et ça c'est vraiment un beau projet qu'on a avec elle. Tu es beaucoup parti et très loin pour trouver tes matières, mais que penses-tu de la valorisation du local et Made in France ? La Covid nous a obligés à rester chez nous, mais rester chez nous, ça ne veut pas dire de ne pas s'évader, ça ne veut pas dire de ne pas chercher au travers des livres, au travers des histoires, des romans, au travers de contacts humains, les plantes locales. Juste avant de la Covid, j'étais parti en Jordanie, à réaliser en fait l'odeur de la Jordanie pour un groupe hôtelier qui veut s'installer dans le sud et pour lequel moi j'étais chargé effectivement de faire l'odeur, mais aussi chercher des matières qui seraient utilisées pour les savons, pour les shampoings, etc. J'ai eu la chance de rencontrer des bédouins dans le désert qui m'ont expliqué le savon qu'ils utilisaient naturellement, cette plante saponifère, etc. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, en revenant en France, cette petite herbe à parfum, l'odeur à savon, en fait, elle est à côté de chez nous, elle était utilisée il y a une centaine d'années localement. Donc partir au bout du monde alors que ça existe à côté, c'est un peu dommage. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder sur la région, notamment de Guérande, ce qui pouvait exister. Je me suis aperçu qu'il y avait un faux poivrier. Tiens, pourquoi pas le faux poivre. Il y a des matières et des plantes qui poussent dans les tourbes, dans les tourbières. Et puis mes voyages en Inde, notamment à Kanauj, m'ont montré un peu tout ce qui était attar. Et l'attar m'a donné des idées aussi géniales que je me dis que j'utiliserai un jour. Notamment, ils font un attar de terre. Ils assèchent des petits étangs, ils fabriquent des petits vases en terre et qu'ils l'amènent à la distillerie. Ils cassent ces petits pots de terre et distillent cette terre sur du santal. Et ils arrivent à faire ce qu'ils appellent un attar miti, qui a une odeur de terre après la pluie. Et je me dis, mais ça c'est génial quoi. Personne n'a sorti un produit comme ça. Et donc, si on se met en position locale, on se dit, mais tiens, pourquoi pas ces tourbières qui ont une odeur un peu particulière ? Pourquoi pas distiller de la terre ? Ça, c'est des challenges pour demain, quoi. Pourquoi pas mettre de côté des matières et puis les laisser maturer dans le temps. Voilà. Laisser du temps à la matière à se développer. On sait qu'un santal qui sort de l'unité de distillation, finalement, il y en a d'autres qui ne sont pas génial. Après un mois, ça y est, on commence à sentir le beau santal. Mais après 7 mois, après 1 an, après 10 ans. Mon voyage au Japon avec Ushuaïa m'a montré que en allant chez un petit artisan menuisier qui travaillait
les bois millénaires de cèdres de Yakushima, dans l'île la plus au sud du Japon. Ils achètent ces cèdres qui tombent à cause des problèmes climatiques. Et en fait, ces cèdres sont vendus aux enchères. Et donc, il avait acheté ce cèdre qui avait plus de 1200, 1500 ans. Et en fait, il m'expliquait que pendant 5 ans, il va regarder le tronc, etc. Il va tourner autour, de voir comment je vais le travailler pour optimiser bien évidemment le bois, mais de savoir par rapport au veinage, etc., ce que je vais en faire. Et il m'avait montré une de ses réalisations qui était une vieille table en bois faite avec un cèdre donc multimillénaire et avec des tiroirs. Il m'y mettait de l'autre côté. Et il ouvrait un petit tiroir, il me disait d'ouvrir l'autre tiroir et il fermait son tiroir et l'odeur arrivait de l'autre côté. Mais l'odeur de cèdre multimillénaire comme ça, mais c'est mieux qu'un santal qu'on vend actuellement, quoi. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on se dit que là aussi on a encore plein de choses à apprendre des matières, il faut les apprivoiser. Là aussi le temps est un des éléments primordiaux si on veut réussir dans ce métier de sourceur. C'est vrai, puis moi j'ai découvert le cyprès, alors bien sûr je le connaissais pour l'avoir senti le long des routes, etc. Mais je l'ai découvert à Madagascar, puisque le cyprès, le Zutanica, qui est commercialisé sous le sourceur, est un cyprès qui vient du Portugal, qui a été planté à Madagascar pour entourer les plantations, pour les protéger du vent. Donc, ça a une fonction de protection des autres plantations. Et puis c'est toujours beau d'ailleurs qu'une autre plante protège l'autre. Et en fait chaque année, il retirait les branchages et puis ils se sont dit pourquoi on ne distillerait pas. Et là une odeur très très particulière, très très pamplemousse, qu'on n'a pas l'habitude de sentir dans le cyprès. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire tiens, ce cyprès planté là-bas, il donne une odeur qui est très différente de cyprès qu'on a en Provence notamment. Donc il y a plein d'histoires. Il y a des centaines, des milliers de fruits, de plantes, d'écorces, de racines. L'Asie, la Chine, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se sont vraiment penchées sur la Chine, sur l'utilisation des Chinois pour la médecine bien évidemment, et des plantes qui sont inconnues. Il y a encore à découvrir. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Donc du coup, si je te demande quels sont tes prochains projets, ça va durer 2 heures. Plus. Il y a beaucoup de pistes nouvelles. Je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des marques qui viennent vers moi pour aller chercher la plante ou l'histoire. Bièvre, le sourceur, on n'est pas sur le bio, on n'est pas sur l'enregistrement des matières via des sociétés privées pour avoir une certification, parce que ça sert souvent plus la marque que le producteur, et ça se coûte souvent au producteur. Et une fois que la marque a fini d'utiliser ce produit, le producteur il a payé et puis voilà, c'est tout. Et ça n'enrichit personne. Les tribus Imba en Namibie, d'avoir une mire bio, chez eux c'est dans le désert, ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu d'intrants, ce sont des matières qu'ils utilisent depuis des centaines d'années comme onguent et protecteur par rapport aux insectes, etc. Il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus sauvage. Chercher du bio, d'éco-cercle, pas de sens. Il y a une ONG qui est IRDNC, qui est une très très belle ONG, qui est allée chercher l'organisation de cette filière de récolte de résine de myrrhe, qui vérifie chaque année les arbres s'ils n'ont pas été abîmés, etc., qui vérifie comment a été l'utilisation de l'argent qui a été donné à ces femmes-là, comment on peut les aider, etc. Voilà, elles font leur travail local sur place. Allez voir, c'est ça la transparence. Et rendez-vous compte que si vous mettez une huile de myrrhe dans vos parfums, l'impact que vous pouvez avoir, l'impact dans vos parfums bien évidemment, mais l'impact aussi localement. Allez voir, rendez-vous sur place, allez à la rencontre de ces gens-là, allez voir comment vous pouvez aider. Et c'est pas simplement une matière, c'est des gens derrière, c'est un terroir, c'est ça qui est beau. Allons aussi localement à la rencontre de nos distillateurs, à la rencontre des producteurs, à la rencontre des anciens et partageons. Tu vas bientôt donc aux Comores pour taper du poing pour l'île en langue. Ouais. Est-ce que tu accepteras de me raconter ton voyage à ton retour ?
Oui, avec plaisir. Avec plaisir. L'ylang est une des matières qui est fantastique. C'est une matière qui n'est pas imitable en parfumerie. La beauté de cette fleur aussi, c'est qu'elle se donne toute l'année. C'est qu'elle produit toute l'année. C'est que l'ylang, on peut le récolter de janvier à décembre. Alors certes, quand il y a des périodes de pluie, c'est plus compliqué. Et puis les fleurs étant chargées d'eau à distiller, c'est moins facile. Cette fleur, qui à l'origine en fait vient des Philippines, qui n'est pas aux Comores, qui n'a pas poussé aux Comores naturellement, ni à Madagascar. Elles envahissent le paysage comorien. Et elles font la beauté de nos parfums. Et si on veut que demain cette huile essentielle continue à être disponible pour les plus beaux parfums, je vais là-bas pour aller bouger un petit peu les idées reçues et puis apporter en toute simplicité des solutions environnementales pour atténuer l'impact de déforestation qui sont dues à l'ylang. As-tu quelque chose à ajouter? Non, je pourrais ajouter, le problème ça peut durer des heures. Non, j'ai été très heureux de partager ma passion en tous les cas, parce que ça reste une passion. Je découvre mon métier tous les jours, au contact des gens, au contact de la nature, avec les difficultés que chacun peut avoir, bien évidemment. Et j'essaie de le faire de façon pragmatique. Ce métier, c'est bien sûr la découverte de terroirs, de territoires, c'est la découverte humaine. Il y a des gens derrière, il y a des gens à la production, il y a des gens à l'élaboration des parfums, des matières premières, des parfums. C'est une chaîne humaine, mais cette chaîne humaine doit être respectable du bout en bout. Et il faut que les gens se connaissent entre eux. Et c'est le rôle du sourceur aussi de faire ce lien entre les personnes. Mais il y a des très très belles choses à découvrir, de très très beaux projets humains à réaliser. Merci infiniment Stéphane et je te souhaite de belles prochaines aventures. Merci beaucoup. Et je me sens privilégiée d'avoir pu te rencontrer ici dans ton fief. Il n'y a pas de privilège.